Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue à cette séance du mois, l'Assemblée ordinaire du mois de mai. Donc, sujet d'actualité, on va parler évidemment de l'eau potable. C'est le sujet que je vais aborder là, ce soir d'entrée de jeu. Nous avons tous eu des désagréments liés à l'eau potable au cours des dernières semaines. Je vous rassure et réitère que les équipes travaillent fort à rétablir la situation, et ce, dans les meilleurs délais. Soyez assurés que nous prendrons le temps de répondre à vos questions lors de la période d'intervention prévue un peu plus tard là, pendant cette rencontre. J'invite M. Marc-André Lefebvre, notre directeur général adjoint, à vous expliquer le volet le plus technique de la situation. M. Lefebvre. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Chaque année, à la même période, on constate une dégradation de la qualité sur l'eau brute. Ça, c'est un phénomène qui est connu, puis habituellement, ça se rétablit avec le début de l'été. Ça, c'est quelque chose vraiment là, qui est cyclique et qui se reproduit dans le temps. Malheureusement, cette année, au même moment, dans la même période, on a eu un bris à l'usine de production d'eau potable. C'est quelque chose qui était hors de notre contrôle et qui n'était pas prévisible. Un des 3 filtres biologiques manganeux est tombé hors d'usage. Cet équipement-là, il est dédié à l'enlèvement du manganèse dans l'eau. La perte de ce filtre-là, ça a contribué à la coloration de l'eau dans certains secteurs du réseau de distribution. Des épisodes de coloration, on en a ponctuellement attachés à des événements, des mouvements dans le réseau, mais là, suite à ce bris-là, ça a pris de l'ampleur. L'équipement est en fonction maintenant, puis l'équipe veille à ce que les procédés se réactivent biologiquement. Ça peut entraîner un certain temps parce que les procédés biologiques, ça ne se remet pas en fonction si rapidement qu'un procédé chimique. C'est-à-dire que dès qu'on le remet en fonction, le procédé a besoin d'une période de temps pour recréer une flore bactérienne, pour recommencer à enlever le manganèse. Donc, toute l'énergie est mise présentement à rendre actif biologiquement ce procédé-là pour revenir à l'état normal. Comme M. Lefebvre l'expliquait, les opérations qui sont faites à l'usine d'eau potable pour rétablir la situation prendront un certain temps. Pour accélérer ce rétablissement, on demande la collaboration de la population pour utiliser l'eau potable judicieusement. On parle ici de diminuer la consommation d'eau aux heures de pointe du soir, notamment soit entre 17h et 20h, où on constate que l'eau traitée doit être souvent doublée pour répondre à la demande en raison d'une utilisation non essentielle liée surtout à l'arrosage des pelouses. Donc, quelques exemples là, voici des exemples de l'utilisation responsable de l'eau potable. Respecter la réglementation touchant l'arrosage. Les gens qui ont un système d'arrosage automatisé, des gicleurs, doivent les programmer pour les faire fonctionner la nuit entre 3h et 6h selon votre adresse. Les systèmes doivent être munis d'un détecteur d'humidité automatique pour éviter un déclenchement lors des précipitations. Les systèmes d'arrosage amovibles doivent être utilisés entre 20h et 23h pour une durée maximale de 60 minutes selon votre adresse. Quand on parle d'arrosage amovible, c'est quand vous sortez la hose et vous avez là, celui là, qui se promène comme ça. C'est l'arrosage amovible. Donc, utilisé entre 20h et 23h. Et le remplissage des piscines doit se faire la nuit, entre minuit et 6h du matin. Là, on ne vous demande pas de vous lever la nuit, mais c'est sûr que si vous avez un minuteur, ça va aider grandement à faire en sorte qu'on remplisse la piscine pendant cette période-là. Juste quelques chiffres, là, on a environ 2500 piscines sur notre territoire. Je vous laisse imaginer là, la demande en eau pour remplir tous ces bassins-là qui contiennent, pour une piscine de 21 pieds, là, on parle d'à peu près 40 000 litres d'eau. Et on n'a pas un réseau séparé en une eau qui est traitée et une eau non traitée. Là, tout est de l'eau traitée. On vous demande donc de nous aider à revenir à la normale et à consommer l'eau de façon responsable. Des employés municipaux sont sur le territoire pour faire respecter la réglementation. Nous sommes désolés des désagréments et des inquiétudes occasionnés par cette situation, mais je vous rassure qu'on voit une amélioration, mais je ne vous cache pas ma préoccupation à l'approche des belles journées chaudes annoncées. C'est pourquoi je fais appel à votre collaboration. Okay, merci. Donc, on va commencer avec l'ordre du jour. Et pour les gens qui sont nouveaux dans la salle, on a une première période d'intervention qui va être au point 1.2. Cette période d'intervention-là va être pour les questions uniquement à l'ordre du jour. Et il va y avoir une autre période d'intervention à la fin, que là, on va prendre les questions, toutes questions là, générales et les questions là, qui vont vous toucher directement, là, où est-ce qu'on va parler de l'eau. Donc, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis.
Lynn Surprenant, je le propose. Parfait. Première période d'intervention. Est-ce qu'on a des gens qui désirent intervenir sur des points à l'ordre du jour? Parfait. On va vous demander de vous présenter à l'avant, vous nommer et votre nom, prénom et votre rue de résidence et votre question. Okay, mon nom est Pierre Perron. Je suis un citoyen. J'habite sur Chemin-Oka, à côté du lac Val-des-Sables. Oui. Fait que ma question, c'est surtout par rapport à, vous dites que ça va prendre une couple de jours. Est-ce qu'on peut l'avoir, l'eau, premièrement, ou on ne peut pas l'avoir? Oui, mais cette première période d'intervention, là, c'est uniquement sur les points à l'ordre du jour présentement. On a une autre période d'intervention à la fin, mais je vais y répondre. Okay. Oui, on peut l'avoir, l'eau. Il n'y a pas d'avis d'ébullition. Elle est propre à la consommation. OK. On va regarder ça pour l'instant. Mais on va prendre le temps à la fin. Là, on va prendre le temps, puis on va... on a une période déterminée un temps déterminé pour la période de questions, mais on va faire dépasser l'amplement. 1.3, période réservée aux... 1.2, est-ce qu'il y a des gens sur Facebook qui... non? Dans la salle, des points à l'ordre du jour? Non? Parfait. 1.3, période réservée aux élus. Donc, nous avons district numéro 2, Mme Wallot. Bonsoir. Je vais vous parler un petit peu du rallye des abeilles qui s'en vient. Ça va être du 11 au 25 mai. Ça va se passer à la bibliothèque. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est ouvert pour tout le monde. Ça permet vraiment de rendre hommage à des abeilles qui sont des pollinisateurs. Donc, les gens peuvent participer à ce rallye-là. Il va y avoir des prix de présence également. Donc, j'invite tout le monde, là, si vous êtes intéressé par les abeilles, à s'y rendre. Puis en même temps, je vais juste souligner que c'est important de ne pas couper notre gazon d'ici la fin mai pour leur permettre de bien se nourrir. Merci. Parfait. Madame Surprenant. Bonsoir tout le monde. Je vous réfère à notre dernier bulletin municipal. La Régie de police de Deux-Montagnes a réservé une page entière à la prévention de la fraude. C'est la 2e année qu'ils le font. Étant donné que l'augmentation des cas rapportés, étant donné l'augmentation des cas rapportés et que la prévention, c'est encore le meilleur moyen de se protéger. Parlez-en à vos parents, à vos grands-parents, vous pourriez leur éviter bien des soucis. Mon deuxième point, le service de sécurité incendie organise une journée porte ouverte. C'est une activité pour toute la famille qui se tiendra le 25 mai à la caserne de Deux-Montagnes. Nous avons déposé une publication le 23 avril à ce sujet, si vous voulez plus d'informations. Parfait, merci. Donc, on rappelle qu'on est un service partagé avec la ville de Deux-Montagnes et la caserne se situe sur la 8e avenue à Deux-Montagnes. Monsieur Limoges? Oui, bonsoir à tous. Moi, je fais un rappel là, concernant le lancement du plan d'action de la sécurité urbaine qui aura lieu le 24 mai prochain. C'est ici, en arrière du centre communautaire. Puis, ça va être de 11h à 14h. Donc, il va y avoir différents kiosques ainsi que la régie de police qui va être présente également là, pour présenter le plan d'action sur la sécurité urbaine. Donc, on vous invite en grand nombre. Merci. Parfait, merci. Madame Pelletier? Oui, bonsoir. Donc, moi, je vous parle du 7 juin. C'est la journée des petits entrepreneurs. Donc, de 10h à 15h à Liberté Jeunesse. Je vous encourage à aller voir notre jeune relève. Donc, on a des jeunes impressionnants dans ça. Et ensuite, je vous parle aussi du 7 et 8. Donc, c'est contigu, là. Donc, le 7, la même journée que les petits entrepreneurs, et le 8, c'est la porte ouverte pour les entreprises de la région. Alors, c'est nouveau cette année. Donc, c'est un événement qu'on va diffuser prochainement, donc qui va vous permettre d'aller à des portes ouvertes chez des entreprises de Sainte-Marthe. Donc, ça va leur permettre d'offrir de la visibilité et tout ça à nos entreprises et de valoriser nos entreprises de la région. Donc, il y aura plus de détails bientôt. Merci. M. Brisebois-Proulx. Bonsoir tout le monde. Moi, à mon tour de vous inviter le 24 mai, comme à l'instar de mon collègue Francis, pour la journée de l'environnement. Essentiellement, ça va se situer au garage municipal de 8h30 à midi.
Il y aura distribution de compost gratuit, comme à l'habitude. Il y aura aussi une remise de 200 pousses d'arbres. Il y a des dons et échanges de plantes entre citoyens. Donc, il y en a qui ont déjà commencé leur pousse et qui en ont finalement plus qu'ils pensaient. Ils peuvent venir les porter et faire des échanges comme ça. Et finalement aussi, il va y avoir la présence du regroupement éco-citoyen. Donc, aussi, c'est une bonne façon d'avoir des conseils au niveau de tout ce qui touche le jardin et l'écologie. Donc, c'est une invitation à tous au garage municipal le 24 mai de 8h30 à midi. Et un coup que c'est fait, bien, je vous invite à venir par la suite, justement ici, par rapport à l'autre invitation. Merci. Parfait. C'est ce qui complète une période réservée aux élus. Donc, point 2, procès verbal. Il est proposé d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2025 tel que soumis. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. 3.1, dépôt du rapport de la Commission de la circulation et de la mobilité et approbation des recommandations. Oui, retour sur les dossiers en cours. Demande d'installer un bollard de centre de rue et d'une traverse piétonnière sur la rue Louise à l'intersection de la 32e avenue. Cette demande n'est pas recommandée. Un radar pédagogique sera installé sur la rue Louise ce printemps. Demande d'installer des dos d'âne sur la 12e et la 13e avenue. Cette demande n'est pas recommandée. Les membres de la commission recommandent plutôt des aménagements de mesures de modération aux abords des parcs Roland-la-Liberté sur la 13e, Maurice-Binette sur la 31e et sur la 12e et la 30e avenue. Et je pense qu'il va y avoir une résolution plus tard. Oui. Oui, OK. Demande de trouver une solution afin d'assurer le respect de la limite de vitesse sur la 24e avenue. Plusieurs mesures sont mises en place en période estivale, tels que des aménagements sur rue, des panneaux, des radars pédagogiques, des bollards de centre de rue et de pistes cyclables, des dos d'âne et de la surveillance policière. Demande d'implanter une traverse piétonnière ou des arrêts dans les deux directions sur le boulevard des Pins à l'intersection de la rue de la Rafale. Cette demande n'est pas recommandée. Demande d'implanter 2 zones débarcadères sur la rue de la Tourbière. Cette demande n'est pas recommandée. Demande de sécuriser la traverse piétonnière sur le boulevard des Pins à l'intersection du boulevard des Promenades. Les membres de la commission recommandent d'ajouter un autre panneau indiquant la traverse sur le boulevard des Pins à l'intersection du boulevard des Promenades et d'ajouter des panneaux indiquant priorité aux piétons. Dans autre sujet, 9 radars pédagogiques seront installés prochainement sur des artères principales et des collectrices du quartier. La prochaine rencontre se tiendra, c'est marqué le 30 avril, mais je pense que c'est le 28 mai. On est le 28 mai. Oui, c'est ça. Alors, ça aura lieu le 28 mai. En conséquence, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Merci. Parfait, merci. 3.2, dépôt du rapport de la Commission de développement économique. Mme Pelletier. Oui, bonsoir. Donc, en fait, la réunion a eu lieu le 1er avril. Donc, on a discuté de l'événement Porte ouverte avec les commerçants, ce dont je vous parlais tantôt. Donc, on a parlé de l'organisation de l'événement. Puis, bon, les détails seront communiqués sous peu, donc j'en ai parlé un peu tantôt, de toute façon. Point suivant, donc, la soirée réseautage. On a eu une belle soirée de réseautage avec les commerçants le 25 février. Donc, on a fait un retour sur la soirée, alors comment ça s'est déroulé, etc. Ça a été un succès. Ça a permis aux commerçants d'échanger entre eux et c'est quelque chose qu'on va reproduire dans le temps. Dans les autres sujets, on a aussi parlé de la possibilité d'inviter des citoyens commerçants à siéger à la commission. Donc, on aimerait pouvoir intégrer des citoyens dans cette commission. On a été aussi informé de l'arrivée d'une nouvelle ressource à la MRC de Deux-Montagnes qui viendra se présenter à la prochaine rencontre qui aura lieu le mercredi 21 mai. Et voilà, donc je propose de déposer le rapport de la commission. Parfait, merci. 3.2, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation des recommandations. M. Boyer. Oui, bonsoir. Donc, la rencontre a eu lieu le 7 mai dernier. Nous avons fait la révision traditionnelle des documents financiers, donc la liste des chèques émis, la liste des comptes à payer, les amendements,
liste des dépenses par approbateur, l'analyse des postes budgétaires, les paiements par transfert bancaire, les visas, ainsi que le suivi des taxes de mutation. Donc, il y a une recommandation d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée de documents connexes tels que déposés. Par la suite, on a eu une discussion aussi suite à l'adoption de la loi 79 par le gouvernement du Québec afin d'entamer les discussions pour revoir le règlement 713 sur la gestion contractuelle, vu que la loi 79 vient mettre en place des nouvelles règles au niveau des contrats des organismes municipaux. Donc, la discussion va continuer pour les prochains mois. La prochaine rencontre aura lieu le 4 juin prochain. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Parfait, merci. 3.4, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Oui. Monsieur Limoges. Oui, bonsoir. Nous, la Commission des travaux publics et services techniques a eu lieu le 30 avril dernier. Pour les travaux publics, les travaux en cours, on a discuté là, de la crue printanière, là, le suivi qui est fait quotidiennement et hebdomadairement là, de la crue printanière qui a lieu présentement. Ensuite de ça, on a fait le tour là, de l'avancement des travaux saisonniers, là, donc balayage de rue, marquage de la chaussée, le nettoyage des terrains appartenant à la ville. On a également discuté là, du remplacement là, du médiafiltrant là, qui est dans le Mangasur numéro 1 que M. Marc-André a parlé tantôt, là, ainsi que le maire. Ensuite de ça, il y a également eu 2 acquisitions de véhicules, là, 2 Corolla là, pour les services techniques. Ensuite de ça, concernant justement les services techniques et technologies de l'information, on a fait le tour des suivis, et le suivi des dossiers en cours. Il n'y avait pas rien là, qui était digne de mention là, pour les fins là, pour la question là, des dossiers. Concernant la géomatique, l'acquisition du drone et la formation a eu lieu également là, pour la personne qui va pouvoir s'en servir là, pour l'inspection de la digue et autres besoins nécessaires là, de la dronautique. Puis, on a prévu également, là, lors de notre prochaine rencontre, là, le début du comité pour la gestion des actifs là, pour l'eau. Donc, ça va avoir lieu à notre prochaine rencontre qui aura lieu le 28 mai prochain. Donc, je propose en ce sens le dépôt du rapport de la commission. Parfait. Merci beaucoup. Ce qui nous amène au point 4.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement numéro 822-21, modifiant le règlement numéro 822 concernant la circulation débarcadère scolaire. Madame Wallot. Oui, avis de motion, je ne répéterai pas, tu viens de le dire, mais je, Claire Wallot, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement numéro 822-21, modifiant le règlement numéro 822 concernant la circulation débarcadère scolaire et dépose en ce sens le projet de règlement. En fait, pour la rentrée, on a ces 3 débarcadères scolaires, là, Horizon du Lac, École des Lucioles et École des Grands Vents. On s'en vient bien l'identifier et il va y avoir de la signalisation aussi qui va être installée là, pour, dans le fond, interdire les gens de débarquer de leur véhicule là, pour que ça soit vraiment un débarcadère pour que les gens puissent débarquer leurs enfants et quitter entre 8h et 9h le matin, là, qui est la période où est-ce que les enfants arrivent à l'école. Donc, changement de règlement, il va y avoir une autre résolution le mois prochain pour l'adoption du règlement. 6.1, demande de subvention au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain, TAPU, implantation d'un réseau de vélos en libre service. Concernant que le programme d'aide financière au développement de transports actifs dans les périmètres urbains, le TAPU, du ministère des Transports et de la Mobilité durable vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Concernant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac reconnaît l'importance du développement d'un réseau de transport actif. Concernant que la Ville prévoit notamment l'implantation d'un réseau de vélos en libre service sur son territoire. Considérant que ce projet est estimé à 333 000 $ avant taxe. Concernant que la Ville souhaite soumettre une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel à projet 2025-2028 du TAPU, lancé le 17 avril 2025 pour un montant de 120 000 $. Concernant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du programme TAPU et s'engage à les respecter. Concernant que seuls les travaux préparatoires confirmés par la ministre sont admissibles. Concernant que la Ville s'engage à transmettre au ministère un formulaire de reddition de comptes accompagné du rapport des travaux réalisés, lesquels doivent comprendre les pièces justificatives des dépenses engagées, la mention de tout autre remboursement reçu relativement aux travaux visés, des photographies illustrant les travaux effectués, les résultats obtenus avec en lien avec les indicateurs suivants,
le nombre de vélos ajoutés, le nombre de stations d'ancrage installées et le nombre d'utilisation et d'utilisateurs des systèmes de vélos. Constant que la Ville s'engage également à transmettre à la ministre dans un délai maximal de 18 mois suivant le dernier versement de l'aide financière les données requises aux fins de gestion et d'évaluation du programme. En conséquence, il est proposé d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme TAPU 2025-2028 pour la mise en place d'un réseau de vélos en libre service à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, d'approuver le coût estimé à 333 000 avant taxes et de confirmer l'aide financière de 120 000 de reconnaître que la Ville devra respecter l'ensemble des modalités d'application du programme TAPU et en cas de non-conformité, l'aide financière pourrait être résiliée, et de désigner Mme Stéphanie Bellil, directrice générale, comme personne autorisée à signer pour et au nom de la Ville tout document ou entente afférent à cette demande. Que la présente résolution annule et remplace la résolution 2024-11-293 adoptée antérieurement par le Conseil. Donc, il propose. Francis Lima, je le propose. Parfait. 6.2, dans le fond, c'est l'arrivée là, des Bixi, tout le grand, deux montagnes Saint-Eustache. Les réseaux Bixi vont arriver en 2025 et nous, on va arriver en 2026. Il y a Boisbriand aussi qui fait partie de l'arrivée 2026, si je ne me trompe pas. Et après, il y a possibilité là, que Bixi s'étende aussi là, dans d'autres municipalités de Thérèse de Blainville. 6.2. Demande de PIA. Considérant qu'en date du 18 février 2025 et du 15 avril 2025, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié des demandes présentées dans le cadre du règlement 506. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est proposé d'accepter les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, à savoir demande de PIA numéro 2025-0001 au 239e avenue, d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale avec logement supplémentaire selon les conditions suivantes: éviter toute fondation à moins de 5 mètres du pied de la digue et éviter toute plantation d'arbres à moins de 5 mètres du pied de la digue. Demande de PIA numéro 2025-0013 pour le 13e avenue. D'accepter la demande de PIA telle que soumise pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale avec logement supplémentaire. Demande de PIA numéro 2025-0015 au 105 2949 boulevard des Promenades. D'accepter la demande de PIA telle que soumise pour la vente extérieure temporaire. Demande de PIA pour le 41 23e avenue. D'accepter la demande de PIA telle que soumise pour permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire au sous-sol. Demande de PIA au 56 38e avenue. Demande d'accepter la demande de PIA pour permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire au sous-sol d'une habitation unifamiliale. Que l'apparence du mur latéral droit soit uniforme sur l'ensemble de la façade latérale droite, suivant le retrait de la descente de sous-sol fermée existante. Demande de PIA au 85 20e avenue. D'accepter la demande de PIA telle que soumise pour permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire au sous-sol d'une habitation unifamiliale existante. Demande de PIA au 30 20e avenue. C'est la même chose aussi, d'accepter le PIA pour un logement supplémentaire. Demande de PIA au 24 22e avenue. Permettre aussi le logement supplémentaire au sous-sol d'une habitation unifamiliale existante. Demande de PIA au 3043 rue Paul Résolution pour accepter également de permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire au sous-sol. Et demande de PIA au 3175 chemin d'Oka. D'accepter la demande de PIA pour permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire au sous-sol d'une habitation unifamiliale existante selon les conditions suivantes: que l'apparence du mur latéral gauche soit uniforme sur l'ensemble de la façade latérale gauche, suivant le retrait de la descente de sous-sol fermée existante et de la porte d'entrée au sous-sol donnant sur le mur latéral gauche. Donc, qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait. Il y avait beaucoup de conformité là, concernant les logements supplémentaires. 6.3, dépôt d'une demande d'aide financière au volet 2 du programme OASIS. Considérant que le programme OASIS, lancé en 2022 par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, vise à soutenir les projets favorisant la résilience des milieux urbains face aux impacts des changements climatiques.
et qu'il arrive en vigueur qu'il est en vigueur jusqu'au 31 mars 2026. Constant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a obtenu un financement dans le cadre du volet 1 du programme pour la réalisation du projet une trame bleue et verte résiliente visant à atténuer les effets des vagues de chaleur et des pluies torrentielles. Considérant que le dépôt d'une demande au volet 2 du programme OASIS s'inscrit dans la continuité de ce projet, en conséquence, il est proposé d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 du programme OASIS au ministère de l'Environnement, d'autoriser la firme Les Ateliers Hublot à préparer et déposer la demande au nom de la Ville et d'autoriser Mme Stéphanie Bellil, directrice générale, à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. Donc, volet 2, il va y avoir une autre résolution aussi pour le volet 3. Le volet 1, on a eu à peu près là, 1 million de dollars là, en subvention pour trouver des projets qui s'inscrivent là, dans les pluies soudaines et intenses et les îlots de chaleur. Et là, maintenant qu'il y a des projets qui sont ciblés, bien là, on va aller en volet 2 là, pour la réalisation des projets. Puis le volet 3, là, vous allez voir la résolution un peu plus tard, ça va être pour l'entretien de ces projets-là. 6.4, mandat à Nature Action Québec pour l'élaboration d'un plan d'action en développement durable. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite renforcer son engagement envers le développement durable en adoptant une politique municipale qui guidera ses actions dans une perspective environnementale, sociale et économique, considérant que Nature Action Québec possède une expertise reconnue dans l'accompagnement des municipalités en matière de développement durable et de planification environnementale et de mobilisation des parties prenantes, considérant que Nature Action Québec a soumis une proposition répondant aux besoins de la Ville, considérant que la collaboration avec un organisme spécialisé favorisera une mise en œuvre structurée, inclusive et efficace des engagements pris dans la politique de développement durable, considérant que la réalisation de ce mandat est rendue possible grâce au soutien financier accordé par la MRC de Deux-Montagnes dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. En conséquence, il est proposé de mandater l'organisme Nature Action Québec pour l'élaboration d'un plan d'action en appui à la politique de développement durable de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et d'autoriser Mme Stéphanie Bellil, directrice générale, à signer tout document requis à cette fin et d'approuver la dépense totalisant 22 635 $ plus taxes financée grâce à la contribution du Fonds Région et Ruralité de la MRC de Deux-Montagnes. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, vous aurez compris qu'on va avoir l'élaboration d'un... On a donné un mandat pour... on a une résolution qui a passé en avril pour la formation d'un comité. Et là, on arrive avec un plan d'action là, au niveau développement durable, mais qui va toucher pas mal là, les actions que la Ville prend dans ses décisions de tous les jours, avec pour axer là, nos décisions là, vers le développement durable. 6.5, signature de l'entente de contribution financière avec Hydro-Québec pour l'achat et l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques. Considérant qu'Hydro-Québec développe et exploite un réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques, connu sous le nom de circuit électrique, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est un partenaire du circuit électrique et que les parties ont conclu une entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge à 240 volts pour les véhicules, considérant qu'Hydro-Québec a lancé le programme de subvention de 4 500 bornes de recharge visant à aider les municipalités à améliorer l'offre de recharge, considérant qu'Hydro-Québec a transmis à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac une lettre d'approbation en date du 6 décembre 2024, l'informant que sa demande de subvention avait été retenue pour l'achat et l'installation de 4 bornes de recharge de type Smart 2 simple. En conséquence, il est proposé d'autoriser la signature de l'entente de contribution financière avec Hydro-Québec pour l'achat et l'installation des bornes de recharge conformément aux conditions définies dans la lettre d'approbation du 6 décembre 2024, d'autoriser Mme Stéphanie Bellil, directrice générale, à signer tous les documents nécessaires pour finaliser la signature de l'entente de contribution financière, et ce, selon les modalités convenues. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. Donc, c'est 4 bornes qui vont être installées. Il y en a 2 qui vont être dans le stationnement du centre communautaire et 2 autres dans le stationnement ici de l'Hôtel de Ville. 6.6, demande de prolongation du délai pour le dépôt de la demande au volet 3 du programme OASIS.
Constatant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a un historique marqué par des événements de vagues de chaleur et de pluie torrentielle et que ces phénomènes météorologiques sont de plus en plus fréquents. Constatant que le programme Oasis mis en place par le ministère de l'Environnement vise à soutenir les municipalités dans l'adaptation au changement climatique. Constatant que le programme Oasis comprend 3 volets, volet 1, 2, 3. Constatant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a obtenu une subvention au montant de 1 9 699 $ dans le cadre du volet 1. Cette subvention qui a permis à la ville d'effectuer une analyse approfondie des vulnérabilités de son territoire, d'identifier des sites prioritaires d'intervention et permettre de procéder à la conception de sites retenus. Considérant que la ville est actuellement en voie de compléter le volet 1 et prévoit de terminer d'ici décembre 2025, conformément aux exigences du programme. Considérant que la ville dépose une demande au volet 2 afin de procéder, entre autres, à la construction des ouvrages et des gestions durables des eaux pluviales. Considérant que le dépôt d'une demande au volet 3 est conditionnel à l'avancement d'au moins 50 % des activités du volet 2, qui ne sont pas réalisables avant la date limite actuelle du 31 décembre 2025 à midi. Considérant que le volet 3 a une importance stratégique pour la ville, car il permettrait de pérenniser les infrastructures vertes et d'en assurer l'entretien à long terme, de mesurer les retombées des innovations mises en œuvre pour développer une approche réplicable sur l'ensemble du territoire. Constatant que l'entretien et le maintien des actifs en infrastructures vertes représentent un défi d'apprentissage et de changement des pratiques pour les municipalités à travers le Québec. En conséquence, il est proposé de solliciter un délai supplémentaire au ministère de l'Environnement pour le dépôt de la demande de subvention au volet 3 du programme Oasis afin de permettre à la Ville de respecter l'obligation d'avoir complété 50 % des travaux du volet 2 dans l'objectif de donner les moyens à la Ville d'entretenir les ouvrages qui auront été financés. De réitérer l'engagement de la Ville en faveur de la résilience climatique, de la transition écologique et de la pérennisation des infrastructures vertes sur son territoire. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Donc, 7.1. Aide financière, constatant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif que communautaire. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière aux organismes suivants. L'École Liberté Jeunesse, le gala parascolaire, une bourse de 250 $. Fondation Cercan, course de bateau dragon samedi 14 juin au montant de 650 $. La Garde côtière auxiliaire canadienne, un don de 500 $. La Maison Le Paravent, fête de la floraison, billet à 80 $. Donc, qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. 7.2, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai 2025. Constatant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et de l'expression de genre. Constatant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ+, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, constatant qu'il a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. En conséquence, il est proposé de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. Donc, on a ici le drapeau arc-en-ciel, donc il va flotter face en face de l'Hôtel de Ville là, pour la semaine et pour la journée du 17 mai. 7.3, règlement encadrant l'établissement des zones scolaires et définissant la période scolaire, demande de modification au ministère des Transports et de Mobilité durable. Considérant qu'une demande a été acheminée au ministère des Transports et Mobilité durable en date du 14 avril 2025 pour modifier les dates sur les panneaux indiquant la période des zones scolaires afin de s'arrimer avec la date de la rentrée scolaire dans les écoles du Centre de services scolaires d'Émile-Île.
considérant la réponse négative du ministère, puisque le règlement encadrant l'établissement des zones scolaires définissant la période scolaire indique que celle-ci débute à 7 h et se termine à 17 h chaque jour du lundi au vendredi pendant les mois de septembre à juin. Considérant que la rentrée scolaire dans les écoles de toute la région débute à la fin du mois d'août à chaque année, considérant que cette situation fait en sorte que la sécurité des élèves ne peut être assurée puisque la signalisation en période scolaire n'est pas en vigueur pour les premiers jours de la rentrée, considérant l'importance dans les premiers jours de la rentrée scolaire de pouvoir agir auprès des automobilistes de façon préventive ou répressive afin de les sensibiliser à respecter la signalisation en période scolaire, en conséquence, il est proposé de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de modifier le règlement encadrant l'établissement des zones scolaires et définissant la période scolaire afin de s'arrimer avec les dates réelles de la rentrée scolaire de nos écoles et ainsi nous permettre, dès la prochaine rentrée scolaire, d'assurer la sécurité des élèves sur notre territoire. Qu'une copie de cette résolution soit acheminée aux personnes suivantes. Mme Geneviève Guilbeault, ministre des Transports et de la Mobilité durable. Mme Sonia Bélanger, ministre responsable de la région des Laurentides. Mme Sylvie Damour, députée de Mirabel. Mme Valérie Plante, présidente de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. Mme Enna Myrtil, présidente du conseil d'administration du Centre de services scolaires d'Émile-Île. M. Martin Danfous, président de l'Union des municipalités du Québec. Et M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Donc, on a fait une demande au ministère des Transports, au MTQ, pour modifier la pancarte qu'on a sur le chemin d'Oka, parce que l'école commence souvent le 26-27 août, et la pancarte sur le chemin d'Oka dit de septembre à juin. Donc, il y a une période où est-ce que la police, techniquement, ne peut pas intervenir pour émettre des contraventions, et la zone scolaire est techniquement pas en vigueur à la fin août. Et puis, la réponse qu'on a eue, c'est que c'est le règlement qui est dans le bouquin du ministère des Transports, puis le règlement dit c'est de septembre à juin. Donc, c'est pour ça qu'on fait une demande officielle pour faire la modification, parce que ces 3, 4 ou 5 journées-là sont excessivement importantes pour la rentrée. C'est là que les changements d'habitude, les comportements aussi, doivent être c'est ça, souligné des fois. Il y a des parents, des automobilistes qui oublient que c'est la rentrée. Donc, si on veut que le service de police fasse le travail efficacement, autant en avertissement qu'en émettant des constats d'infraction, il faut que le règlement soit mis à jour. Donc, 7.3, on vient de le faire, c'est bien ça. 7.4, rémunération du personnel électoral, élection municipale de novembre 2025. Considérant la tenue des élections municipales le dimanche 2 novembre 2025, considérant que pour procéder à l'organisation de ces élections à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le président d'élection devra procéder à l'embauche de personnel électoral, conformément aux dispositions prévues à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Considérant que l'article 88 de la loi permet à un conseil municipal d'établir un tarif différent de celui prévu par le règlement du gouvernement pour la rémunération du personnel électoral. Considérant la recommandation du président d'élection à l'effet d'adopter une telle grille de rémunération pour l'embauche du personnel électoral pour la présente période électorale 2025. En conséquence, il est proposé d'adopter la grille de rémunération du personnel électoral pour la période 2025, électorale 2025, telle que préparée par le service des finances et recommandée par le président d'élection. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. 7.5, surveillance du stationnement et de la rampe de mise à l'eau de la 37e avenue, contrat pour la saison estivale 2025. Considérant l'ouverture prochaine pour la saison estivale 2025 de la rampe de mise à l'eau des bateaux située à la 37e avenue, considérant la nécessité d'assurer la surveillance de ce site tout au long de la saison estivale afin de faire respecter le règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique aux descentes de bateaux. En conséquence, il est proposé de mandater M. Jean-Paul Cyr du 21 juin 2025 au 1er septembre 2025 inclusivement pour assurer la surveillance du stationnement et de la rampe de mise à l'eau des embarcations situées à la 37e avenue. D'autoriser le directeur général adjoint et le directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu à signer le contrat de surveillance, stationnement et rampe de mise à l'eau à la 37e avenue. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose.
On a, surtout cette année, là, on va avoir un nouveau marquage, une nouvelle signalisation qui va être installée à la 37e avenue. Ça va être la première année là, dans le fond, que le stationnement va être vraiment complété à 100%. Et la part de M. Cyr là, est importante, là, surtout en grande utilisation là, la fin de semaine. 7.6, tourisme Basse-Laurentide, renouvellement de l'adhésion. Considérant la demande de renouvellement d'adhésion reçue le 10 avril 2025 de l'organisme Tourisme Basse-Laurentide, considérant que les membres du conseil reconnaissent l'intérêt pour la ville de renouveler cette adhésion, en conséquence, il est proposé de procéder au paiement de la cotisation de 199 $ avant taxe pour Tourisme Basse-Laurentide. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Vente extérieure temporaire 7 et 8 juin. Considérant la tenue d'une fin de semaine porte ouverte des commerçants, Martelacqua, organisée par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, prévue les 7 et 8 juin prochains. Considérant par ailleurs l'article 5.1.1, paragraphe 16 du règlement numéro 1300 sur les permis et certificats de la Ville, lesquels prévoient la nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation pour un usage ou bâtiment temporaire. Considérant que ce certificat d'autorisation ne peut être émis qu'après une révision donnée par le CCU en vertu du règlement numéro 506 sur les PIA et à son article 16.10 et approbation subséquente par le Conseil. Considérant le processus élaboré que demande une telle autorisation, eu égard à l'aspect ponctuel de cette activité de vente extérieure, en conséquence, il est proposé que le Conseil suspende les 7 et 8 juin 2025 l'application de l'article 5.1.1, paragraphe 16 du règlement 1300, ainsi que l'article 16.10 du règlement numéro 506, afin de permettre la tenue d'une fin de semaine porte ouverte temporaire organisée par la municipalité. Qui le propose? Lynn Surprenant, je le propose. Parfait. Comme Mme Pelletier en parlait d'entrée de jeu, 7 et 8 juin, c'est une journée porte ouverte pour faire connaître les commerçants de la ville, pour amener les citoyens à découvrir ces commerçants-là. Et puis, cette fin de semaine-là, on rouvre un peu la réglementation. Donc, ces gens-là vont pouvoir faire peut-être une vente trottoir s'ils le désirent dans le stationnement. Donc, ça va permettre là, d'avoir un petit happening là, pour inviter les citoyens à aller les voir. 7.8, élection fédérale 2025, réélection du député de Mirabel. Considérant la tenue des élections fédérales du 28 avril 2025, considérant la réélection du député de la circonscription fédérale de Mirabel, M. Jean-Denis Garon, et de l'excellent travail que celui-ci a mené au cours des années. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac adresse à M. Jean-Denis Garon ses plus sincères félicitations pour sa réélection à titre de député de la circonscription de Mirabel à la Chambre des communes. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Merci. 7.9, TEC 2024-2028. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, pour les années 2024 à 2028. Considérant que la Ville doit déposer les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et de dégager le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et même leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages, aux coûts ou toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC 2024-2028, que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-joints et de tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir une contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la Ville s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement, que la Ville s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme, que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. C'est ça. Donc, qui en fait la proposition? Francis Limoges, je le propose. Parfait.
Donc, programmation tech qui va être déposée là, qui va être 100% là, pour le projet de bonification de l'usine d'eau potable. Il va y avoir une autre résolution là, qui va venir là, dans les prochaines semaines concernant le réservoir là, et touchant le programme de la Primo. 8.1, syndicat de la fonction publique, section locale 2804, lettre d'entente numéro 2025-01, autorisation de la signature. Constatant que les parties se sont entendues concernant la modification proposée dans la lettre d'entente numéro 2025-01 concernant la convention collective. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac la lettre d'entente numéro 2025-01 intervenue entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2804 et la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 8.2. Même résolution, mais pour le syndicat Col Bleu. Syndicat de la fonction publique, section locale 1962, lettre d'entente numéro 2025-03. Considérant que les parties se sont entendues concernant la modification proposée dans la lettre d'entente numéro 2025-03 concernant la convention collective. En conséquence, il est proposé d'autoriser la maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac la lettre d'entente numéro 2025-03, intervenu entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1962, et la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Ces deux résolutions-là, c'est une entente là, qui, concernant là, le libellé là, des vacances là, qui devait être ajusté là, dans la convention collective. 8.3, assistante trésorière embauche de Mme Christina Dubé. Considérant la vacance du poste d'assistante trésorière, considérant le processus de dotation effectué et les qualifications professionnelles de Mme Christina Dubé, considérant les recommandations du comité de sélection, en conséquence, il est proposé de procéder à l'embauche de Mme Christina Dubé au poste d'assistante trésorière au service des finances, poste de cadre régulier à temps complet, et ce à compter du 20 mai 2025, le tout sous réserve de la période de probation de 6 mois, et d'autoriser la maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la ville le contrat de travail de l'employé. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, bienvenue à Mme Dubé dans l'équipe de la trésorerie. 8.4, journalier chauffeur, embauche de M. Serge Paiement. Considérant la vacance du poste de journalier chauffeur, considérant le processus de dotation effectué sur les qualifications professionnelles de M. Serge Paiement, considérant les recommandations du comité de sélection. En conséquence, il est proposé de procéder à l'embauche de M. Serge Paiement au poste de journalier chauffeur au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, poste régulier à temps complet, et ce, à compter du 14 mai 2025. Le tout conformément à la convention collective de travail de Col Bleu du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1962. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Félicitations, M. Paiement, pour votre embauche au service des travaux publics. 8.5, préposé à l'éco-centre, journalière, embauche de Mme Lucie Boisjoli. Considérant la vacance du poste de préposé à l'éco-centre journalière, considérant le processus de dotation effectué et les qualifications professionnelles de Mme Lucie Boisjoli, considérant les recommandations du comité de sélection. En conséquence, il est proposé de procéder à l'embauche de Mme Lucie Boisjoli au poste de préposé à l'éco-centre journalière au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, poste régulier à temps complet, et ce, à compter du 27 mai 2025. Le tout conformément à la convention collective du travail des cols bleus du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1962. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. Donc, bienvenue, Mme Boisjoli, au sein de l'équipe de préposés à l'éco-centre. 9.1, emprunt temporaire. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a adopté un règlement d'emprunt numéro 715 décrétant un emprunt de 7 millions de dollars pour la réfection des parcs municipaux, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est autorisée en vertu de l'article 567 de la Loi sur les cités et villes à contracter un emprunt temporaire pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt. En conséquence, il est proposé de contracter un emprunt temporaire n'excédant pas 7 millions auprès de la Caisse des Jardins de Saint-Eustache-de-Montagne, d'autoriser la maire et la trésorière à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Donc, on a un règlement d'emprunt qu'on a adopté de 7 millions pour la réfection de plusieurs parcs. Je rappelle, Parc des Bourrasques,
le parc Clair de Lune, le parc municipal, on touche le terrain de soccer, terrain de baseball. On a la descente de bateau, l'aménagement de descente de bateau de la 13e avenue et Maurice Binette. Ouais, et Maurice Binette, la réfection du parc Maurice Binette. Fait que le règlement d'emprunt a été accepté par le ministère des Affaires municipales, mais si on veut commencer les travaux, on doit faire un emprunt pour pouvoir débourser l'argent jusqu'à temps que ça rentre là, que le financement rentre dans le règlement d'emprunt. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on va dépenser 7 millions là-dessus, c'est juste qu'à temps que le règlement d'emprunt soit financé. 9.2, liste des comptes à payer, adoption. Il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 13 mai 2025, registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 47 303,79 $, la liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 999 728,75 $, la liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme par chèque de 253 875,80 $, et par paiement direct, 1 480 482,25 $. De plus, que la trésorière soit effectuée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Fait 10.1, Fête nationale 2025, spectacle pyrotechnique, considérant que le groupe Fiat Lux Ampleman présentera un spectacle pyrotechnique le 24 juin 2025 lors de la Fête nationale du Québec. Considérant que le groupe détient les certificats d'assurance ainsi que les permis nécessaires pour la conception et la réalisation du spectacle de pyrotechnie. Considérant que le service de sécurité incendie intermunicipal de Montagne, Sainte-Marthe-sur-le-Lac sera présent sur les lieux durant toute la performance. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise la présentation d'un spectacle pyrotechnique par le groupe Fiat Lux Ampleman le 24 juin 2025 au parc municipal dans le cadre de la Fête nationale du Québec. Donc, qui propose la résolution? Alex Brise-Vaprou, je le propose. Fait. 10.2, formation du comité d'élaboration et de suivi du plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Considérant qu'en vertu de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, une municipalité comptant plus de 15 000 habitants a l'obligation de produire et d'adopter et de rendre public un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées. Considérant que l'objectif principal de ce plan d'action est de réduire les obstacles en matière d'accessibilité des personnes handicapées sur le territoire martelaquois, considérant qu'il a lieu de créer un comité interdisciplinaire regroupement des élus et des employés municipaux pour élaborer et assurer le suivi du plan d'action. En conséquence, il est proposé que le Conseil confirme la création d'un comité d'élaboration et de suivi du plan d'action à l'égard des personnes handicapées et nomme les personnes suivantes à titre de membres du dit comité. Donc, Mme Claire Wallot, conseillère municipale du district numéro 2, Mme Cynthia Guillemette, coordonnatrice au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et responsable de ce plan d'action, Mme Annie Lafleur, conseillère aux ressources humaines, Mme Karine Paris, directrice des communications, Mme Olga Statnaya, directrice de la bibliothèque, M. Roméo Tamaka, directeur du service de l'aménagement et du territoire et du développement durable, directeur par intérim ou... Oui. M. Marlin Gandonou, directeur du service technique et de l'ingénierie. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 12.1, acquisition de 2 véhicules Toyota Corolla, année 2025, gré à gré, octroi de contrat. Donc, considérant que la Ville a procédé à des appels d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises et qu'aucune soumission n'a été reçue, considérant que la Ville souhaite faire l'acquisition de 2 véhicules Toyota Corolla, année 2025, avec l'entreprise Chassé Toyota. Considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur des Travaux publics et de l'hygiène du milieu, considérant que Mme Stéphanie Bellil, directrice générale, autorise l'entente gré à gré avec l'entreprise Chassé Toyota. En conséquence, il est proposé d'accepter l'offre de l'entreprise Chassé Toyota pour le contrat relatif à l'acquisition de 2 véhicules Toyota Corolla, année 2025, pour un montant de 63 803,08 $, incluant les taxes. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. 12.2. Il nous reste 2 résolutions, puis on arrive à la période d'intervention. 12.2, ajout de
Panneaux de signalisation. Considérant la tenue de la Commission de la circulation et de la mobilité en date du 30 avril 2025, considérant les recommandations des membres de cette commission touchant la sécurité des usagers du réseau routier municipal, il est proposé d'autoriser l'installation de panneaux de stationnement avec remorque interdit aux endroits suivants. Sur la 37e avenue entre la rue Louise et la rue Roger du côté est, sur la rue Georges V des deux côtés entre la 37e avenue et la 35e avenue, sur la rue Roger des deux côtés entre la rue du Souvenir et la 34e avenue, sur la 35e avenue des deux côtés entre la rue Georges V et la rue Roger, sur la rue des Érables des deux côtés entre la 14e avenue et la 17e avenue, sur la rue Belle-Rive des deux côtés entre la 9e avenue et la 14e avenue, sur la 14e avenue des deux côtés entre la rue Belle-Rive et la rue des Chênes, sur la 13e avenue des deux côtés à partir du parc Roland-la-Liberté jusqu'au chemin d'Oka, sur la 12e avenue des deux côtés entre la rue Belle-Rive et la rue Papineau, d'autoriser l'installation de panneaux stationnement interdits en tout temps aux endroits suivants. Sur la 37e avenue entre la rue Louise et la rue Roger du côté ouest, sur la 36e avenue au nord de la rue Georges V jusqu'au bout de la rue du côté ouest, sur la rue Roger des deux côtés entre la 37e avenue et la rue du Souvenir, sur la rue du Souvenir des deux côtés au nord de la rue Roger jusqu'au bout de la rue, sur la rue du Souvenir au sud de la rue Roger jusqu'au bout de la rue du côté ouest, sur la 13e avenue des deux côtés à partir du parc Roland-la-Liberté jusqu'à la descente de bateau, et d'autoriser l'installation de panneaux stationnement interdits, débarcadères seulement de 8h à 9h du lundi au vendredi, du 24 août au 23 juin aux endroits suivants. Sur la rue François, du côté est à partir de la rue Lorrain jusqu'à l'adresse 274 rue François. Sur la rue de l'Aubier, du côté nord à partir de la rue de la Sève jusqu'à la traverse scolaire située avant la courbe de la rue de l'Aubier. Sur la rue de l'Église face à l'école du côté sud, entre l'entrée du stationnement du personnel et l'accès pour la sortie des autobus scolaires. D'autoriser l'installation de panneaux indiquant le stationnement 15 minutes sur la rue de la Mairie devant le centre communautaire pour 3 cases de stationnement. D'autoriser l'installation de panneaux arrêt interdit du lundi au vendredi de 7h à 17h du 24 août au 23 juin sur la rue de l'Église du côté est entre le chemin d'Oka et l'intersection de la rue de l'Église Sainte-Madeleine. D'autoriser l'installation de panneaux stationnement interdits en tout temps sur la 43e du côté ouest entre le chemin d'Oka et l'entrée du stationnement du personnel de la garderie. Et d'abroger les résolutions 95-08-243 et 2024-06-168. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Bon, ça en fait pas mal, là. Grosso modo, ce qu'on s'en va légiférer au niveau du stationnement, c'est aux abords de la descente de bateau de la 37e, surtout pour les bateaux avec remorque. Également, la descente de bateau de la 13e avenue. On s'en va là, remodeler là, le stationnement. On touche aussi les débarcadères, comme je vous en ai parlé là, plus tôt dans l'Assemblée. La rue de la Mairie, qui est la rue en face, là, qui est juste ici, là, qui est en face du centre communautaire. Et la rue de l'Église, là, la rue qui est entre le chemin d'Oka et l'Église, ben, on interdit le stationnement, l'arrêt interdit là, pour les écoliers. Et la 43e, c'est près de la garderie Cœur d'enfant. Donc, ces changements-là, on a dû passer ça en résolution parce qu'on a remarqué qu'il y avait déjà des pancartes existantes, mais il n'y avait pas de résolution qui était rattachée à ça. Et puis, pour qu'un constat d'infraction ne soit pas contesté, bien, il faut que l'interdiction se fasse par résolution. Donc, on a abrogé des résolutions pour remettre tout dans cette résolution-là pour que ça soit plus facile à l'interne de s'y retrouver. 12 points. Est-ce qu'il y en a un qui le propose? Est-ce que je l'avais demandé? Oui? OK, parfait. 12.3, coupe de pelouse, talus de la digue, SP-2023-016, considérant que le mercredi 13 novembre 2024, par sa résolution numéro 2024-11-317, le Conseil octroyait le contrat pour coupe de pelouse, talus de la digue à l'entrepreneur entreprise Marc Leduc Incorporée, considérant que le nom de l'entreprise
Marc Leduc Incorporé avait préalablement été modifié par MSGB Incorporé auprès du registraire des entreprises du Québec en date du 21 février 2024. En conséquence, il est proposé que le service des finances, le service du greffe et le service des travaux publics et de l'hygiène du milieu modifient le contrat SP-2023-016, le nom de l'entreprise, entreprise Marc Leduc Incorporé par MSGB Incorporé. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, au point dépôt, nous avons le dépôt de la liste des dépenses par approbateur, avril 2025, dépôt du rapport mensuel des permis de construction, avril 2025, et dépôt du rapport concernant la valeur des constructions, avril 2025. Point 15, intervention. Donc, c'est à ce moment-ci que vous pouvez là, poser des questions ou des interventions sur, oui, ça ne sera pas long, sur tout sujet. Donc, on va donner priorité aux gens ici dans la salle. On vous demande de vous lever, vous nommer prénom, nom et votre rue de résidence. Et ensuite, on va se tourner vers Facebook. On vous écoute. Écoutez, j'aurais une tonne de questions à poser. Oui, pouvez-vous répéter votre nom? Pierre Perron, je suis citoyen, je suis copropriétaire sur le chemin Oka. On est sur le bord du lac Val-des-Sables. Et puis, on baigne dans le mystère depuis plusieurs années, à savoir c'est quoi ce plan d'eau-là, c'est quoi les impacts du pompage de l'eau sur ce plan d'eau-là, sur la nappe phréatique. Et puis, on se bute souvent à personne qui peut nous répondre. Alors, peut-être que vous pouvez m'aider aujourd'hui et me dire s'il y a personne ressource que moi, je pourrais consulter personnellement. Même, je voudrais m'impliquer aussi là-dedans, au point de vue environnement, pour m'assurer qu'on préserve ce plan d'eau-là qui n'est pas en danger. Qui est notre plage municipale aussi, là? Oui, effectivement. Moi, je suis un nageur, je passe mon été à nager dans le lac. Donc, pour moi, ça a une importance particulière. Mais pour les gens autour de moi, à qui on pose des questions, personne n'est au courant de rien. Je peux vous référer à M. Lefebvre, qui est notre directeur général adjoint, qui chapeaute toute l'usine d'eau et travaux publics et services techniques. Il y a moyen d'avoir vos coordonnées, peut-être? Oui, peut-être après l'Assemblée, puis si vous avez des questions... Est-ce qu'il existe un comité du lac Val-des-Sables? Pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, ça, c'est un projet, peut-être. Oui. Le deuxième commentaire que je veux faire, c'est est-ce que vous ne trouvez pas qu'on devrait faire un moratoire sur le développement à Sainte-Marthe? Parce que moi, je suis ici depuis 12 ans, j'ai vu, ça explose, les infrastructures ne sont pas suffisantes. Les problèmes que vous avez avec l'eau présentement, ce n'est pas parce que les gens remplissent trop leurs piscines, des choses comme ça. Moi, je pense que vous avez surdéveloppé cette ville-là. Puis il est peut-être temps de faire un moratoire, il est peut-être temps d'arrêter de bâtir. Premièrement, on n'est pas en surévaluation parce que la capacité dans le fond, quand le projet a été mis en place, c'est en 2008 que ça a été mis en place, pour une capacité de 25 000 de population. Fait qu'on est à 22 000. Fait que, amplement, on est là. Puis comme on l'expliquait, en temps normal, en heure de pointe, quand on va chercher une pointe normale, mais pas au printemps ni dans une période où est-ce que les gens arrosent, on est vraiment en deçà de ce que l'usine peut sortir. Le problème, c'est quand on arrive à ce moment-ci, où est-ce qu'on arrose et on remplit beaucoup les piscines, mais c'est là que la demande explose et on s'en va en surcapacité de l'usine. Donc, je l'ai entendu, ça. Oui, je sais que vous l'avez entendu, mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous me posez une question, moi, je vais vous répondre. Puis si vous n'êtes pas satisfait, après ça, on va débattre, là, mais il n'y en a pas de problème. Mais c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des périodes de temps où est-ce que... Puis il y a des villes là, où est-ce qu'ils interdisent carrément de remplir les piscines. Là. Il y a des villes, des municipalités où est-ce qu'ils demandent aux citoyens de faire affaire avec des personnes, des camions qui livrent de l'eau. Chez nous, on n'a pas fait ce choix-là, mais on a une réglementation qui fait en sorte que si les gens respectaient la réglementation, bien, on ne serait pas en surconsommation tant que ça. Et au niveau de la construction, bien, présentement, on est en règlement de contrôle intérimaire sur le chemin d'Oka. Vous voyez, il n'y a pas de construction. Le règlement va tomber bientôt. Ça fait 1 an et demi qu'on est en règlement de contrôle intérimaire. Le développement qui se fait, c'est un développement qui a été prévu.
Mais on s'en va aussi avec la bonification de l'usine, le projet de bonification et le projet de réservoir. Mais c'est en vue aussi de la densification et de la construction qu'il va y avoir à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Parce que ça fait partie de la planification. Est-ce que vous avez vraiment fait des études d'impact sur la nappe phréatique que vous exploitez, les capacités de cette nappe phréatique-là à prendre tout ce que vous lui demandez? Mais le travail se fait avec les services techniques, se fait avec les gens de l'usine, mais se fait aussi avec, on a des scientifiques aussi qui travaillent avec nous. Puis là, je laisserai peut-être monsieur Lefebvre, parce que là, l'aspect technique... Écoutez, on pourrait se rencontrer et en parler une autre fois aussi. C'est ça, mais... Mais je veux dire, moi, ça m'intéresse de m'impliquer là-dedans. OK. On va peut-être se revoir. Parfait. Mais prenez le temps, là, allez voir M. Lefebvre après. Là, on va essayer de répondre au maximum de questions. Là. Merci. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bien, je vous invite à aller à l'avant. Vous identifiez votre rue de résidence. Bonjour tout le monde. Jean-Claude Baldacchino, je ne suis pas un résident de la ville de Sainte-Marthe, j'ai juste un commerce. Je suis le propriétaire des centres de conduite Drive & Go. Oui, hop. Juste... Parfait. Merci. Excusez, c'est parce que pour les gens qui nous écoutent en ligne, allez-y. Oui, je comprends. Alors, je disais que j'étais le propriétaire des centres de conduite Drive & Go, 4 succursales, Montréal, Rosemère, Sainte-Thérèse et Sainte-Marthe-sur-le-Lac depuis le 1er août 2024. Voyez-vous, monsieur le maire, là, vous êtes venu me voir, vous avez été très sympathique, vos conseillers aussi, quand on s'est rencontrés à côté. Alors, ce qui fait que je me présente maintenant au conseil municipal pour, non pas en tant que, je me présente pour comprendre un petit peu comment la ville fonctionne. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais vous parler très rapidement de sécurité routière. Oui. J'ai vu certaines choses qui, selon moi, pourraient être matière à amélioration, principalement au niveau des changements de voie sur le chemin, le boulevard des Promenades. J'ai trouvé certaines choses qui étaient dangereuses et qu'on pouvait améliorer chaque fois que je suis tous les jours ici avec mes élèves. Ouais. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que je dois en parler à quelqu'un en particulier? Est-ce qu'il existe un comité de sécurité routière? Il y a un comité de circulation. Est-ce que je pourrais en participer? Présentement, le comité de circulation, il n'y a pas de citoyens parce que, bon, il fut un temps où on n'avait aucun citoyen au comité. On a commencé à intégrer des citoyens au comité de loisirs, environnement, comité mobilité et circulation. On n'avait pas l'intention d'ajouter des citoyens, mais la réflexion va se poser. Là. On a Claire Wallot et Lynn Surprenant qui siègent sur le comité. Je vous dis pas non. On pourrait s'en jaser après si l'intérêt. C'est sûr que les rencontres sont de jour, là, mais il y aurait possibilité là, c'est ça, qu'on en discute, voir l'intérêt des membres du conseil à ajouter des citoyens à ce comité-là. Écoutez, tenez-moi au courant, ça va me faire plaisir. J'étais supposé être en cours sur Zoom aujourd'hui. J'ai devancé mon cours hier pour me libérer aujourd'hui pour venir vous rencontrer. Parfait, excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. DG Lloyd, 22e Avenue. Moi, j'ai 2 questions. Excellent. La première, le problème avec la coloration de l'eau. Oui. Est-ce qu'il y a des secteurs ou des rues que c'est plus problématique que d'autres? Pas à notre connaissance. Au niveau, la problématique qu'on vit présentement touche l'ensemble de la ville. Okay. Moi, je suis ici depuis 1996. Oui. Je suis à la 22e Avenue. Les photos que j'ai vues à la télévision avec le linge qui était taché, que ça semblait du café qui avait été renversé sur le linge là, à la télévision, j'ai jamais vu ça, moi. Je ne sais pas s'il y a les canalisations. Souvent, ce qui arrive, c'est que surtout pour le lavage, là, c'est quand qu'on décide de faire un lavage à l'eau chaude, mais qu'on n'a pas utilisé l'eau chaude depuis des mois, puis on ne fait pas nécessairement de rinçage, mais c'est sûr que ça contribue, ça fait en sorte que ça amène des problématiques. Ça, on a vu des citoyens qui sont venus à l'Hôtel de Ville là-dessus. Après ça,
je ne peux pas extrapoler sur les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, mais à ma connaissance, c'est pas mal les cas qu'on a eus à la ville là, sur des gens qui ont eu des problèmes avec leur lavage. Là. François, je peux me permettre d'ajouter? Parce que j'avais vu les photos par rapport au linge de cette personne-là, puis j'avais lu au sujet à quel moment ça s'était produit. Ça s'était produit quand, il y a plusieurs années, où il y avait eu une période de rinçage, puis elle avait fait du lavage durant la période de rinçage dans son secteur. Donc, en tout cas, pour cette personne-là, ben c'est sûr que là, c'était pas avec l'eau chaude, puis le rinçage dans son secteur, ça l'avait causé des problématiques. Donc, pour cette personne-là, c'était relié à ça, cet événement-là. Mais c'est certain que pour d'autres, il peut y avoir d'autres raisons. Mais Ma deuxième question, c'est plutôt une réflexion. Le stationnement. Lorsque les nouveaux locaux de l'agrandissement du centre communautaire vont ouvrir, est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait plus d'activités, plus de monde qui vont participer? Parce que souvent, le stationnement, quand je vais à la bibliothèque, moi je fais ça en arrière, souvent le stationnement se remplit très rapidement. Ouais. Et là, les gens stationnent sur le côté, là où il y a la piste cyclable sur la rue ici. J'avais pensé, il y a peut-être un terrain qui est peut-être pas assez exploité puis qui appartient à la ville, c'est où était l'ancien club Optimiste Jeunesse. Oui. Mais il faudrait que les gens rentrent par le chemin d'Oka parce qu'il n'y a pas de rue d'entrée qui donne par la rue Louise. Oui, parce que ça tombe par la rue Mélissa. Okay. C'est ça. Oui, mais ça, je ne sais pas si qu'il y a peut-être plus de publicité ou quelque chose au lieu que les gens stationnent dans la rue un peu partout, que ça. Mais on est en train de revoir le stationnement. La piste cyclable va être déplacée. On va faire une demande là. On va faire une demande de subvention pour déplacer la piste cyclable pour faire en sorte qu'elle ne soit pas sur rue, mais qu'elle soit plus isolée pour permettre le stationnement sur rue, sur la rue de la mairie. Donc, puis il y a aussi il y a des conteneurs qui sont encore... je ne sais pas s'ils sont encore là, les conteneurs, ils ont été enlevés, mais qui prenaient aussi quelques places. Donc, mais c'est sûr et certain que si on est à pleine capacité, il y a des gens qui risquent de stationner sur la rue Louise. Là. Parce que ce stationnement-là, je ne sais pas ce qui est utilisé. C'est peut-être parce que les gens ne connaissent pas. C'est un stationnement incitatif. Le pavillon de la jeunesse, c'est un stationnement incitatif. C'est sûr qu'il y a quand même un petit peu de marche là, qui doit se faire. Là. Mais oui, ça peut être une possibilité là, pour le comité de circulation là, de voir s'il ne pourrait pas y avoir de la signalisation là, pour faire en sorte là, d'envoyer des gens là, se stationner là, au pavillon de la jeunesse. Merci. OK, merci. Bonsoir, Normand Péchat, 40e avenue Sainte-Marthe. Monsieur le maire, j'aimerais ça poser des questions à des conseillers. Oui, bien, je vais les envoyer aux bonnes personnes. Concernant ce que Mme Surprenant disait, qu'il y avait 9 radars pédagogiques. Radars, est-ce que c'est strictement pour Sainte-Marthe ou c'est pour les 4 municipalités? Oui, c'est juste pour Sainte-Marthe. Ça fait partie d'une demande de subvention qu'on a faite là, dans le cadre du programme de la sécurité routière. Là-dedans, on a des trottoirs qu'on est en train de faire aux abords de l'école des Grands Vents, du parc des Grands Vents et de l'école des Lucioles. Et radar pédagogique aussi, là, ça fait partie de cette demande de subvention-là. Okay. Puis concernant Mme Pelletier, parlait tous les vendeurs, les commerçants. Les journées portes ouvertes. Ici. Je voulais savoir combien est-ce que c'est qu'il y a de commerçants ici à Sainte-Marthe? Bien, on en a plus d'une centaine, mais ils ne sont pas tous sur l'artère principale qui est le chemin d'Oka et le boulevard des Promenades. On a des commerces, mais cette activité-là du 7-8, c'est vraiment, on veut mousser notre rue commerciale qui est le chemin d'Oka et le boulevard des Promenades pour faire en sorte, parce qu'il y a des gens qui habitent dans certains secteurs. Les gens qui habitent dans l'Est, ben, ils ne vont pas nécessairement dans l'Ouest. Des gens qui habitent au Nord ne vont pas vraiment au Sud. Des gens dans l'Ouest ne vont pas dans l'Est. Fait que c'est vraiment de faire un happening pour que
les gens puissent connaître. Là, on a des nouveaux commerces là, qui se sont établis chez nous, puis que ça vaut vraiment la peine là, que les gens aillent rencontrer là, les nouveaux commerçants. Donc, c'est cette journée-là qui va faire en sorte qu'on veut vraiment créer un happening là, cette fin de semaine-là. Là. Puis vous aviez fait aussi une soirée où vous avez rencontré tous les commerçants. Ouais. Combien est-ce que c'est qu'il y avait de commerçants présents? On était 80 à peu près. Oui, c'est ça, Ouais. avec les conseillers, puis on avait des personnes qui étaient là de la banque des Jardins. Oui, on avait la Caisse des Jardins. La Caisse des Jardins. Ouais. On était on 80. avait le groupe JCL, Oui. on avait... ouais. Donc, Oui, on avait plus de 80 personnes, mais on avait, je dirais, peut-être une 40 ou 50 commerçants. Commerçants. Oui, ouais. c'était De- pas... de De Sainte-Marthe. Sainte-Marthe, là. C'était pas régional, c'était vraiment des gens de Sainte-Marthe. Il y a quand même, il y a les chiffres là, de la vitalité économique qui ont sorti. Là. Vous allez voir un article sur Mirabel là, qui sont, je pense, c'est 16e au Québec, première dans la région des Laurentides, mais Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on est deuxième dans la région des Laurentides pour la meilleure vitalité économique. C'est surprenant pour une ville qui est uniquement résidentielle avec peu de commerce. Donc, c'est ça. C'est cet engouement-là qu'on veut faire connaître pour mousser là, tout l'aspect commercial. Là. On avait aussi des commerces qui n'ont pas un pignon sur rue, des fois, qui offrent des services à domicile. Donc, c'était quand même intéressant aussi de pouvoir aller voir et rencontrer des gens qui ont différents types de commerces dans la ville. Exact. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Pietro de Caprio sur la rue François. Oui. En fait, moi, c'est la première fois que je viens ici. Oui. J'aurais 2 questions. Je ne sais pas si je peux me le permettre. Oui, oui, allez-y. La première question, c'est concernant le chemin d'Oka. Oui. Je sais que l'année passée, vous avez fait un live concernant la sécurité du Ouais. chemin d'Oka. Puis moi, ma question ici, c'est de savoir si vraiment il y a un dossier solide et robuste pour la MTQ, parce que je sais que ça appartient à la MTQ. Puis pas juste ça, c'est en même temps, c'est que là, nous, on a fait partie à Sainte-Marthe de la CMM. Ouais. Puis on paye tout un 150 de surplus sur nos plaques d'immatriculation. Ouais. Puis moi, chaque matin, à 8-9 heures le matin, je vois des jeunes sur le coin de la rue, puis soit qu'ils sont arrosés, même, je vois même des vieilles personnes qui sont arrosées. Je pense qu'il y a une cabine d'attente pour le transport commun. Transport commun. Ouais. Là, vous touchez plein de dossiers en même temps. C'est ça. Ouais. Moi, je veux savoir si la ville est prête à faire un consensus, de jumeler les deux, la CMM puis la MTQ, dire « Hey, guys, réveillez-vous. Là, Ouais. On a vraiment un problème sur le chemin d'Oka. » Est-ce Ça- qu'on peut régler ça, mais en jumelant 2 budgets? Mais c'est sûr qu'au niveau de la CMM, je ne pense pas que la CMM a des budgets pour des subventions pour la rénovation d'artères commerciales ou je ne sais pas, là, mais il faudrait vérifier. Ben, mais si je peux me permettre. Oui. Parce que moi, je suis allé voir dans CMM, c'était à quoi ce montant-là servait. Puis Ouais. ce montant-là sert tout ce qui est transport commun OK, et non, infrastructure. OK, mais vous parlez là, la taxe sur l'immatriculation. La taxe Oui. sur l'immatriculation, c'est vraiment pour le transport en commun. À la base, là, cette taxe-là, c'était pour la bonification du transport en commun. Sauf que là, le gouvernement a décidé dans le fond, a poussé la CMM à prendre cet argent-là, puis au lieu de la mettre dans la bonification, ils l'ont mis dans le déficit. Mais ce n'est pas pour des artères, ce n'est pas pour des travaux de réfection de rue. Ce que vous me parlez, exemple, pour les abribus, mais les abribus, on a fait une entente, puis toutes les villes de la Couronne Nord et Couronne Sud ont fait une entente avec EXO, parce qu'il faut comprendre, il y a l'ARTM qui est le planificateur et EXO qui est dans le fond, la compagnie ou l'organisme qui s'occupe là, des autobus puis du transport direct, mais c'est eux qui gèrent les abribus. Fait que présentement, nous, notre entente, c'est qu'on fait l'entretien et les réparations, si je ne me trompe pas, quand il y a un bris, mais la planification et l'implantation des abribus, c'est EXO.
Je ne cacherai pas qu'avec tous ces organismes-là, la communication n'est pas toujours facile, mais il y a une refonte qui s'en vient au niveau du circuit d'autobus qui risque d'arriver en même temps que l'arrivée du REM. Et justement, il y a eu une rencontre avec Exo, puis j'ai abordé le sujet en demandant est-ce qu'il y a une planification sur l'arrivée des abribus. Ce n'était pas tout à fait clair, mais semblerait-il qu'ils ont ça dans les cartons puis qu'ils devraient avoir de l'implantation. Est-ce que concrètement, on va en avoir? J'ignore encore la question, là, la réponse, mais c'est sûr qu'on va pousser pour des abribus parce qu'il y a des intersections, puis on le voit, là, le transport en commun, là, il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Nous, là, juste pour la 93, l'autobus 93, on est allé chercher les chiffres de 2019 lorsqu'on avait un train qui était en vigueur. Puis on égale les chiffres sur notre territoire pour la 93. Vous me direz que la population a augmenté un peu, mais ça reste que les gens prennent beaucoup plus. Puis quand le REM va démarrer, les gens vont l'utiliser, le transport en commun, parce qu'il n'y a pas plus de stationnement au REM. Mais c'est sûr que c'est des demandes qu'on fait à Exo pour qu'ils installent des abribus. Là. À Exo et à MTQ aussi? Oui. Puis là, MTQ, eux, c'est pas le transport en commun. C'est eux autres, c'est la sécurité. Eux, c'est ça, c'est la sécurité. Encore là, la sécurité, quand j'ai fait mon live là, pour le Raid Théoret, on a passé à une personne d'avoir une traverse piétonnière parce que la façon qu'ils calculent, c'est quand il y a un comptage, ils calculent le débit, le nombre d'autos versus le nombre de personnes qui passent à l'heure. Et plus que le débit d'auto est important, moins de personnes ont besoin de traverser pour atteindre les objectifs parce que c'est toutes des cases que tu dois remplir. Puis il y a 1 heure où est-ce qu'on a passé à une personne. Oui. Fait que comme on n'a pas eu la personne, ça a été refusé. Ouais, je me rappelle de ça. C'était pas vraiment 1 heure de pointe, quand même. C'est ça qui est... Puis la volonté de la ville, c'est de tu sais, on parle de toute l'artère commerciale puis de mousser ça. On veut créer un centre-ville, c'est de refaire aussi le chemin d'Oka. Je veux dire, à la fin des années 90, il y avait un projet, ça a tombé à l'eau, changement de maire à l'époque. Et puis, là, on est encore au même niveau qu'il va falloir qu'on investisse, mais il y a des investissements qu'on doit faire avant de la surface puis des trottoirs. C'est du pluvial qu'on doit mettre en place. C'est un projet d'envergure qui va prendre quelques années, mais c'est vers là qu'on s'en va. Parce que la sécurité du chemin d'Oka, ça va être une priorité, c'est sûr, dans le prochain mandat. Là. C'est bon. Et ma deuxième question, je peux me le permettre? Oui. C'est sûr, c'est concernant l'eau. Oui. C'est sûr que c'est dommage que c'est le sujet, je veux pas, du dernier mois de ce mois-ci. Oui. J'ai beaucoup regardé sur Facebook les commentaires des autres, tout ça. Sérieusement, ça a explosé. C'était vraiment le sujet de l'heure. Puis, moi, je veux juste comprendre quand même, qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipe? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait comme un manque de communication à quelque part. Pas entre citoyens et l'équipe conseillée, mais dans votre équipe même, parce que j'avais vu une réponse comme quoi qu'on me disait que la tech ne pouvait pas se servir, ne pouvait pas être jumelée à un autre programme Primo, c'était 2 programmes différents. Ouais. Puis là, toi, tu es venu avec... Non, mais la réponse, c'est sûrement la réponse de M. Boyer. Là. C'est que la tech, on ne peut pas utiliser d'autres subventions jumelées avec la tech. Mais il y a la tech et la Primo. Il faut comprendre que ces 2 programmes-là vont servir à 2 projets différents. Fait que la tech va servir à la bonification de l'usine et la Primo va servir au réservoir d'eau. Donc, le réservoir d'eau, parce que là, présentement, on n'a pas de réservoir. Là, je veux dire, la consommation qu'on utilise, c'est ce qu'on pompe à l'usine. Puis, demain matin, il y a un shutdown à l'usine. On n'alimente pas personne. Là. Ça va nous prendre un réservoir, assurément. Puis ça va faire en sorte aussi que ça va nous aider dans la distribution. Là. OK. Puis là, il y a un dépôt qui a été fait le 8 mai à la tech dans le programme 24-28. Mais c'est pas garanti. Si je comprends, je vais répondre oui, là. Oui et non, là, parce que c'est des montants qui sont calculés en fonction, je pense, oui, allez-y, M. Lefebvre.
Si je peux me permettre, en fait, il y a une enveloppe d'allouée à la municipalité qui est un montant d'environ 6,8 millions de dollars pour la TEC 24-28. Ça, c'est un montant qui est, on utilise l'entièreté du montant. Donc, ce projet-là, on peut l'appliquer carrément sur un projet de l'eau. Le projet qui a été retenu, c'est la bonification de l'usine de traitement de l'eau. Donc, ça, c'est un projet qui a été déposé le 8 mai. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la reddition de compte sur la TEC précédente, centre communautaire, 3 semaines avant. Donc, nous, notre projet était prêt, mais on ne pouvait pas déposer à enregistrer une nouvelle programmation tant que la reddition de compte de la précédente n'était pas reçue. Tout ça s'est fait selon les bonnes étapes. Là, notre programmation a été inscrite depuis le 8 mai parce qu'on est en mesure de pouvoir l'inscrire sur la plateforme là, du PEG-AMR. C'est bon. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, allez-y, madame. Bonjour, Chantal Goyette sur la rue des Bouleaux. Le cinéma Gouzeau a fermé. Je sais que ce n'est pas sur notre territoire, mais c'était un lieu. Moi, j'ai 2 ados. Puis toute leur secondaire, là, ça a été comme il y a un cinéma, ils ont une place où ils peuvent aller se rencontrer, puis tout ça. J'ai des beaux-parents qui sont à la retraite. C'était leur sortie aussi à pied, parce qu'ils pouvaient se rendre à pied au cinéma. Pour moi, c'est une grosse perte pour nos jeunes, pour nos personnes aînées, tout ça. Je me demandais, y a-t-il quelque chose qui se parle pour cet espace-là? On parlait de commerce. Mais c'est une excellente question. Le problème, c'est que le Gouzeau est à l'intérieur du centre d'achat, c'est une compagnie qui gère eux-mêmes. Je sais que Deux-Montagnes a une vision urbanistique là, pour ce secteur-là. Ils n'ont pas le choix non plus parce qu'ils font partie de l'aire Todd, là, qui est à proximité de la gare. Fait que, ils ont autorisé là, d'aller en hauteur au niveau là, de la densification. Pardon, mais j'ai pas de queue, d'information qui va me dire qu'est-ce qui se passe là. Je sais que la seule information, c'est qu'on le sait que le Home Hardware va réouvrir. Là, on l'a vu, puis on le sait. Mais pour le Gouzeau, malheureusement, j'ai pas... Mais pour les ados, on a un plan d'action qu'on vient de déposer, là, plan d'action jeunesse, pour les 3 prochaines années. Là, fait qu'on souhaite que les actions qui vont être mises en place vont vous faire satisfaire vos ados. Merci. Merci. OK, Facebook? Il y en a une... Parfait. Donc, la première question de Marc-Olivier Baudette sur la 45e avenue. J'aimerais savoir s'il existe un plan pour la construction d'un viaduc à Lorette-Théoret en direction ouest. Bien, c'est une question qui revient souvent. On a fait une demande au ministère, au MTQ. Cette demande-là, bien, ils sont supposés de l'étudier, mais il faut comprendre que la grande majeure partie des projets d'entrée, sortie d'autoroute, ben il n'y a pas de subvention, puis la MTQ ne paye pas. C'est des projets qui sont payables 100% en ville. Puis le meilleur exemple, c'est le Urbanova qui est à Terrebonne. Il y a un viaduc qui va se faire, et puis on est rendu, je pense, à au-dessus de 40 millions, et c'est la ville qui assume à 100% là, les 40 millions. Donc, avec tous les investissements qu'on a à faire, là, puis on en a parlé pas mal ce soir, puis vous l'avez vu au cours des derniers jours, là, les investissements en eau, on a des investissements dans les parcs, on a des investissements au chemin d'Oka, il y a des investissements au niveau du pluvial, il y a notre digue aussi là, qu'on doit, l'entretien de la digue. Fait que si on commence à calculer tous ces millions-là, ça fait un bon pactole. Donc, c'est sûr que un projet de viaduc sur l'autoroute à 40 millions, c'est pas dans les priorités présentement du conseil. Et c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on va mettre de l'avant. La prochaine question de Philippe Caron sur la 38e avenue. J'aimerais savoir s'il est possible de faire la demande d'ajout d'un dos d'âne près du 70 38e avenue entre le chemin d'Oka et la rue Louise. Nous sommes à 261 mètres d'un autre dos d'âne plutôt que de 300 mètres demandés. Est-ce possible d'avoir une dérogation puisque nous avons 2 enfants avec un trouble du spectre de l'autisme et les voitures y roulent à plus de 50 km? Okay. Bien, votre demande va falloir la faire au comité de circulation de mobilité.
on en prend bonne note, mais c'est sûr que là, votre demande, il manque de l'information. Fait que si vous pouvez communiquer avec la Ville là, au cours des prochaines journées pour faire une demande officielle, il y a le comité de circulation et de mobilité là, qui va pouvoir regarder le tout parce que les demandes de dos down, on doit regarder là, la configuration de la rue, les aménagements qui sont là. Donc, je vous demande de faire une demande officielle là, si vous pouvez communiquer avec les gens de la Ville ou par courriel là, à info@vsmsll.ca. Marc Dallaire sur la 26e avenue du Domaine. Toujours mon questionnement sur la sécurité routière. S'il vous plaît, faites quelque chose. Lâchons les paroles. Passons aux actes. Les arrêts au stop ou aux lumières ne sont pas respectés, tout comme les limites de vitesse. OK, mais c'est une question qui est récurrente, là. Il y a des actions qui sont faites. La police est là. C'est sûr et certain qu'ils ne peuvent pas arrêter et surprendre tout le monde, là. Puis surtout, l'arrivée du printemps, c'est malheureux, mais on dirait que les gens ont tendance à peut-être à moins respecter les règles en place. Encore là, on fait un message à la population. S'il vous plaît, respectez les limites de vitesse, respectez les arrêts obligatoires. Mais c'est pas vrai qu'on ne fait rien. Il y a plusieurs aménagements. Vous voyez, là, on a passé des résolutions sur des stationnements, il y a des aménagements de trottoirs pour sécuriser les piétons, parce qu'il faut comprendre que la majeure partie de nos écoliers viennent à pied à leur école. C'est des écoles de quartier. Donc, on installe des trottoirs, on installe des aménagements. Donc c'est ça. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait qu'on ne fait rien, là. Mais encore là, on a le directeur de police qui est ici avec nous, qui en prend bonne note. Et la police, mais on la voit, là, ils sont là. Donc, ça. Pascal Bélanger sur la 38e avenue. Pourquoi mettre un dos d'âne dans la sortie d'autoroute au lieu de les mettre dans les rues? C'est pas dans la sortie de... Oui, c'est dans la bretelle. C'est qu'on voulait protéger la traverse piétonnière. Malheureusement, c'est qu'on voulait faire une traverse surélevée pour protéger les piétons. Parce qu'il faut comprendre qu'à cette place-là, on a des gens qui déjà ils prennent leur aire d'aller là, à partir du boulevard des Pins, qui roulent facilement, là, peuvent rouler 60-70 km/h à cette vitesse-là. Et on voulait faire une traverse surélevée pour protéger les piétons. Malheureusement, avec la configuration du pluvial, on ne pouvait pas bloquer l'eau parce qu'il y a un égout pluvial qui est plus en amont alors qu'on va bloquer l'eau en aval. C'est pour ça qu'on a opté pour un dos down. Mais à cette place-là, c'est vraiment pour sécuriser la traverse piétonne parce que on a eu des plaintes comme quoi que des cas qui ont été soulevés là, que les gens ne prennent pas le temps de voir là, et ils embarquent sur l'autoroute puis ne voient pas les piétons là, qui veulent traverser, là. Une deuxième question de Pascal Bélanger sur la 38e avenue. Est-ce possible d'ajouter un escalier sur la digue au parc de la plage Roger afin d'avoir accès facilement à l'escalier existant qui descend sur le bord de l'eau? Oui, c'est une bonne suggestion. On va en prendre note. C'était pas prévu, mais on va prendre votre suggestion en note. Oui. Et dernière question, toujours de Pascal Bélanger. Pourquoi une usine de filtration similaire aux villes avoisinantes n'est-elle pas construite au lieu de puiser l'eau d'un puits? Oui, ça, c'est des décisions qui ont été prises en 2008-2009. Il y avait des raisons aussi à l'époque. Il faut comprendre qu'on était alimenté avec 2 montagnes. C'était pas rose non plus, là. Il y avait beaucoup d'avis d'ébullition. On était de la pression qui était excessivement basse là, en période de pointe. Il y avait des désagréments aussi avec l'eau. Quand le lac brassait, là, souvent, on avait de l'eau ça goûtait la base, là. Fait que, il y avait des problématiques. 2 montagnes aussi n'allait pas avec une réfection, allait plus une mise à niveau de l'usine. C'est là que la Ville s'est tournée vers ce projet-là. Mais c'est sûr que certain que maintenant qu'on a les puits, de revenir en arrière puis de construire une usine de traitement d'eau qui prend l'eau de surface du lac des 2 montagnes
ça coûterait des centaines, des dizaines, voire peut-être même des centaines de milliers de dollars. On a des désagréments chez nous, mais il y a d'autres villes aussi qui ont des désagréments. Là. Je veux dire, dans la dernière semaine, Sainte-Thérèse est tombée en avis d'ébullition parce qu'il y a un bris à l'usine de filtration. On a Rosemère aussi là, qui est tombé en avis d'ébullition parce qu'ils ont eu des bris aussi. Chaque installation est différente. Il y a beaucoup dans ces installations en eau de surface, il y a beaucoup de traitements chimiques de l'eau, beaucoup de produits chimiques. Alors que nous, on a très peu de produits chimiques. Là, on a du chlore qui traite l'eau, mais c'est à peu près tout. Là. Donc, c'est des systèmes qui sont différents. Chacun a ses avantages, chacun a ses problèmes. Là. La prochaine question de Cédric Lavoie sur la rue Louise. La rue Louise, entre la rue de la Mairie et la 24e avenue, est un secteur très fréquenté par les familles avec une garderie, une piste cyclable et un chemin piétonnier. Pourtant, les voitures y roulent souvent vite jusqu'à 50 km/h. Comme parent et résident du quartier, je m'inquiète pour la sécurité des enfants. Qu'allez-vous faire pour rendre cette rue plus sécuritaire pour tous? Okay. Il y a surveillance policière. Il y a une traverse piétonnière qui va être installée au coin de la 22e avenue. On est en train de discuter aussi là, pour possiblement là, installer des bollards. Là. On ne sait pas si ça va être cette année ou peut-être au cours de l'été prochain, mais des bollards sur la rue Louise pour justement faire en sorte qu'on ait un effet là, un peu plus de rapetisser la rue, là, que ça soit plus étroit. Quand les rues sont plus étroites, là, les gens ont tendance à ralentir. Mais c'est sûr que la rue Louise est une artère principale, là, au même titre que Lorette-Théoret, Des-Pins, Lorrain. Ça ne veut pas dire qu'on doit dépasser la limite de vitesse, mais c'est ça. Donc, on va quand même porter une attention particulière là, avec le service de police. Là. Je vois le directeur de police prendre des notes. Là, fait que c'est ça. Il va y avoir des actions qui vont se faire en ce sens. Là. Natacha Dupont, rue de l'Érablière. À quand le déplacement de 2 blocs de béton pour empêcher les voitures de passer pour se stationner au jardin communautaire? Il y a beaucoup de jeunes à pied, à vélo ou à trottinette qui circulent sur ce chemin piétonnier. En aucun temps, une voiture ne devrait passer à cet endroit. OK. Bien, je croyais que c'était déjà fait. Là. On va faire la vérification. Là. Si ce n'est pas déjà fait, ils ont été déplacés? OK. OK. Bien, on va faire la vérification, puis rapidement, là, on va envoyer une équipe demain pour régler ça. Là. Merci de... Mais dans ce cas-là, vous pouvez appeler directement aussi aux travaux publics. Là. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à l'Assemblée. Là. Si vous appelez directement, là, surtout dans ce cas dans un cas comme ça, la requête, ils ont des codes de priorité. Là, ça peut être c'est prioritaire, là, donc le travail peut se faire plus vite que si vous passez par l'Assemblée. Là. Toujours Natacha Dupont qui mentionne qu'en parlant de sécurité, les autobus d'Exo roulent au-delà du 30 km/h affiché sur la rue de l'Érablière. Pouvez-vous faire le suivi avec eux? Oui, on va faire le suivi, on va avoir une communication là, avec eux. Prochaine question de Jacinthe Derry sur la rue Lorette-Théoret. Comment puis-je consulter les résultats des tests d'eau qui ont été faits lors du problème de filtration du manganèse des dernières semaines? Et j'imagine que oui, mais je pose quand même la question, est-ce que vous êtes au courant que le manganèse peut occasionner pour certaines personnes vulnérables des problèmes neurologiques? Oui, on sait qu'il y a des études qui tentent à amener cette problématique-là. Là. Je laisserai M. Lefebvre répondre à la question là, pour les tests. Là. Oui, depuis le mois de juin 2024, il y a une norme en vigueur dans le règlement sur la qualité de l'eau potable au Québec qui est une norme à 0,12 mg par litre en manganèse. Donc, cette norme-là doit être respectée par les municipalités. C'est le cas ici. On a des analyses externes qui sont faites ponctuellement au centre et à l'extrémité de notre réseau de distribution. Puis, jusqu'à maintenant, cette norme-là, elle est respectée. Puis, même pendant la période de coloration, là, dans les dernières semaines, là, la norme a été respectée sur le réseau. Et est-ce que ces tests-là sont affichés sur le site Internet de la Ville? Oui. Sur la page de l'eau, on retrouve un tableau où il y a les résultats mensuels. En fait, on voit la concentration en moyenne
pour la plupart des paramètres qu'on mesure. Et ces données-là, ce n'est pas les données qu'on fait en contrôle d'analyse à l'interne, mais bien les analyses externes qu'on compile, qui sont faites par un laboratoire accrédité. OK. Puis la question était pour la période des dernières semaines. Est-ce que c'est qu'on a un mois? Les données du mois de mars sont là et les données du mois d'avril sont déjà en ligne. OK. Puis les données du mois de mai vont arriver prochainement. Exactement. OK. Parfait. Maintenant, une question de Philippe Caron sur la 38e avenue. Nous savons à chaque année que des problèmes d'eau arrivent. Pourquoi ne pas être prévoyant en faisant des vérifications d'office avant ces périodes? Bien, c'est sûr que dans ce cas-ci, on a un bris, là, le bris, puis comme je disais, on n'est pas à l'abri de bris, ça fait pas mal de bris dans ma phrase, là, mais on n'est pas protégé contre les bris. Ça peut souvenir. C'est sûr qu'au niveau, je laisserai là, au niveau là, de l'eau brute, là, peut-être une explication de M. Lefebvre. Là. Oui, comme on l'a mentionné en ouverture, c'est que l'eau brute, à cette période de l'année, c'est sûr qu'il y a une légère dégradation dans la qualité. Cette eau brute-là, c'est l'eau qu'on puise là, dans le sol. Ça, c'est un phénomène qui est récurrent, qui revient chaque année. Par contre, malheureusement, il y a eu un bris à la même période. Donc, au lieu d'avoir, mettons, nos 3 filtres mangasures pour faire l'enlèvement du manganèse, à ce moment-là, on s'est retrouvé avec 2 filtres. Puis c'est ça qui est venu contribuer à accentuer le phénomène de coloration, parce que sinon, si on avait eu nos 3 mangasures, on n'aurait pas passé à travers cette période-là aussi intense, là, puis ça aurait beaucoup plus ressemblé à l'année passée puis les années précédentes. Le même citoyen avait une deuxième question. J'entends fréquemment que le rôle revient aux citoyens quant à l'utilisation de l'eau. Par contre, je n'entends pas que la Ville a eu une trop grande expansion dans les 10 dernières années et que le système n'est pas prévu pour cette quantité de citoyens. De plus, l'expansion de la Ville continue de manière exponentielle sans que ce problème soit réglé de façon permanente. Êtes-vous en mesure de nous dire que la municipalité a une part de responsabilité dans le problème de l'eau? Bien, c'est sûr que le bris, c'est la Ville qui gère l'usine. Là. Je ne mettrai pas ça sur la faute des citoyens, le bris de l'usine. Là. Je comprends pas où est-ce je comprends pas trop où est-ce que la question veut aller. Là. Si la Ville est responsable, c'est la Ville qui délivre là, l'eau potable. Là. Donc, oui, on est responsable de l'usine. Mais d'un autre côté, il y a une responsabilité aussi citoyenne dans la consommation. Donc, en aucun temps, on dit que c'est entièrement la faute des citoyens. Là. Je veux dire, nous, avec notre usine, on délivre l'eau potable. On a des bris, mais on a une équipe qui travaille là-dessus. C'est la Ville qui est responsable de ça. Donc, j'ai pas de... C'est ça. Il terminait quand même en disant « J'aimerais ajouter que je remercie l'administration sur le bon travail sur beaucoup d'autres sujets. Par contre, cette problématique pince un peu plus au cœur. » Donc, je poursuis avec Mme Sylvie Clermont sur la rue des Chênes. Tout d'abord, un grand merci pour tous les projets qui ont été proposés en environnement et en développement durable pour assurer la résilience de notre ville face aux changements climatiques comme le projet Oasis, la mise en place de postes de recharge pour les véhicules électriques, la distributrice de liquide lave-glace et le contrat avec Nature Action Québec. Je suis fière d'être citoyenne de notre ville. Comment entrevoyez-vous la conciliation du développement durable et de la résilience de notre ville face au changement climatique, lorsque le plan d'urbanisme propose la densification et la construction d'une école primaire dans l'écosystème vert du centre-ville? Bien, on fait face aussi à des obligations, on fait face à une pénurie de logements, mais ça ne veut pas dire que si on ne développe pas, puis la densification, c'est une forme aussi justement une façon de préserver un peu l'environnement en éliminant, peut-être pas en éliminant, mais en diminuant de beaucoup l'étalement urbain. Mais c'est pour ça aussi que parallèlement, on le sait qu'il y a de la densification puis il y a de la construction, mais parallèlement, on entreprend plein de projets justement pour rendre le territoire résilient et de rendre nos actions plus durables et plus écologiques. Donc, c'est ça. Mais le projet qu'on a avec Nature Action Québec veut faire en sorte que dans notre prise de décision puis notre politique éco-responsable, c'est que notre
prise de décision inclut justement la réflexion que ce soit au conseil ou que ce soit à l'interne dans les différents départements, qu'on prenne en considération là, tout le développement durable et tout l'environnement. Là. Donc, c'est pour ça qu'on s'en va vers un projet comme ça. Puis le développement, on va essayer de faire des projets, puis ça va passer au CCU, puis le CCU a un pouvoir de recommandation sur des projets, et c'est à nous, après ça, en tant que département d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de conseil, de rendre ces projets-là de construction qui sont en lien avec l'environnement et le développement durable. Joël Gonnemer, sur la rue Carole, plusieurs personnes circulent sur la digue derrière notre rue. Est-ce que la Ville considère installer des clôtures aux extrémités de la digue comme sur la portion derrière la rue Lambert? Non, il n'est pas prévu d'installer des clôtures. Je sais qu'il y a de la signalisation qui a été installée. Donc, on va... c'est ça, il y a de la signalisation qui a été installée, mais c'est sûr que dans ces secteurs-là, il n'est pas possible de marcher sur la digue. Mais souvent, c'est des voisins qui le font. Là. Mais si vous voyez, vous pouvez appeler la police. Ces gens-là n'ont pas d'affaires là. La prochaine question de Véronique Funaro sur la 16e avenue. En fait, il y a plusieurs questions. La première, le début de construction du centre-ville est cédulé pour quand environ? Bien, ça, on adopte le projet de plan d'urbanisme devrait entrer en vigueur en septembre. Pour le centre-ville, on s'en va vers un PPU. Donc, je parlais de règlement de contrôle intermédiaire sur l'ensemble du chemin d'Oka. On va diminuer le règlement, puis on va se concentrer sur le centre-ville. Et le plan d'urbanisme, le PPU, le plan particulier en urbanisme, va viser le secteur du centre-ville. Fait que, avant que les travaux commencent, on en a pour quelques mois. C'est sûr que ça ne commencera pas avant l'année prochaine. Le temps que le plan d'urbanisme se fasse, donc il n'y a pas aux alentours, là, puis pas loin de l'école, ça ne sera pas avant 2026, ça c'est sûr. D'ailleurs, avez-vous calculé l'impact de la construction du centre-ville sur l'aqueduc? Oui, c'est pour ça qu'on a la bonification de l'usine et l'arrivée du nouveau réservoir. Dernière question de Mme Funaro. Le litige avec GBD sur le terrain avoisinant le parc Félix-Leclerc a-t-il été réglé pour le terrain de l'école? Le terrain de l'école, oui. Non, c'est toujours en vie, là, cette poursuite-là. Là, ouais. La question de Jessica Simangal sur la rue du Riesling. Est-ce que vous planifiez faire l'asphalte sur notre rue et y ajouter des lumières? Il fait très noir. Oui. Ça, il faut comprendre que c'est justement ça. Ça fait partie d'un litige là, qu'on avait. C'est des rues qui appartiennent aux promoteurs. Mais je suis pas mal confiant qu'on va arriver avec une entente, là-dessus. Donc, j'ose espérer que ça va se régler là, d'ici que l'asphaltage ou l'installation de luminaires là, puisse se faire là, au cours de la prochaine année. Ça, c'est sûr. On espère ça. Question de Karine Lopez sur la rue Paul. J'ai reçu l'avis que mon intergénérationnel n'est pas conforme selon les règles d'urbanisme de la Ville. À qui puis-je parler afin de discuter d'une dérogation afin que l'appartement soit accepté tel quel? Est-ce même possible? C'est une bonne question. Malheureusement, je peux pas m'avancer là-dessus. Là. J'ai pas le dossier, là, mais Madame si je peux me permettre, M. le maire, c'est vraiment de vérifier avec le service de l'urbanisme directement, puis ils vont pouvoir essayer de trouver des solutions, proposer des options pour se conformer. Mais c'est vraiment le service de l'urbanisme qui va pouvoir aider cette personne-là. Merci. La prochaine question de Matarlo sur la rue de la Salamandre. Est-ce que le Super C a un niveau de bruit à respecter? Dernièrement, nous avons remarqué qu'ils mettent leur génératrice qui fait beaucoup de bruit jusqu'à tard dans la nuit. On a un règlement de nuisance, oui, effectivement. Fait que règlement de nuisance, vous faites une plainte au service de l'urbanisme. Puis, les gens de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire vont s'occuper de votre plainte.
La prochaine question de M. Paul Damour sur la rue de l'Érablière. Sachant que le procédé biologique prend environ 1 mois, car les bactéries se nourrissant de manganèse doivent se multiplier pour atteindre un nombre minimum pour être efficaces, quelle est la durée de vie de ces cellules? Ça, c'est technique, là. Je vais passer ça à... Mais c'est quand même... Non, allez-y. Si par cellule, on entend les filtres, là, les 3 mangasures, la durée de vie varie parce que, par exemple, dans certaines municipalités, ils ont ces installations plus de 20 ans. Donc, c'est assez variable. Puis pour ce qui est du média, ben, c'est suite à une inspection qu'on valide si on doit le remplacer ou pas. Mais la cellule, sa durée de vie, là, on n'est pas prêt d'y arriver, là. Okay. Une autre question de M. Paul Damour. Serait-il possible que la Ville puisse fournir un guide pouvant aider les citoyens qui ont une piscine en les guidant comment procéder avec la présence du manganèse, ce qui permettrait de réduire le gaspillage d'eau en backwash et sur utilisation du produit chimique en grande quantité? Mais ça, il y a les centres de piscine là, sont équipés puis ils connaissent ça là, plus que la Ville là, dans le traitement des eaux de piscine. Là. Puis on en a un sur notre territoire, là, pour ne pas le nommer, le Piscine Cervex. Là. Donc, Madame Jacinthe Derry, sur la rue Lorette-Théoret, vous avez répondu oui à ma précédente question concernant les problèmes de santé à certaines personnes vulnérables. Avec qui dois-je prendre rendez-vous à la Ville pour discuter des problèmes de santé dus à l'intoxication du manganèse? Ben, je vais vous référer à Mme Bellil, notre directrice générale. Ça fait maintenant le tour pour les questions sur Facebook, M. le maire. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Et on se revoit au mois de... Ah oui, la levée de la... Je l'oublie tout le temps. Qui propose la levée de l'Assemblée? Lynn Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, je vous souhaite un beau printemps et puis on se revoit en juin. Merci beaucoup.